Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Loïc Delbo. Je suis en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire consacré aux solutions de ventilation et de purification d'air pour lutter contre les propagations d'épidémies hivernales. C'est un sujet d'actualité, vous le savez. Alors, c'est pas forcément pour cela qu'on fait ce webinaire. C'est parce que depuis des années, Francaire participe à améliorer la qualité d'air intérieur des bâtiments. Aujourd'hui, on va traiter spécifiquement des solutions de ventilation et de purification. Pour cela, on est accompagné de plusieurs experts, notamment j'accueille Alexis Oswald, qui est ingénieur, chercheur et même docteur en polymère, ainsi que Céline Desportes, chef marché, Wifec Forestier et Vincent Arcis, qui font tous les trois partie de la Maison Francaire et qui vont traiter de tous ces sujets. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Il y a un espace dédié sur votre droite. Vous pouvez également mettre en plein écran pour voir un petit peu mieux les slides. Nous prendrons une quinzaine de minutes, voire plus si besoin, pour répondre à toutes vos questions en fin de séance. Surtout, n'hésitez pas à échanger. Bon webinaire à tous. Et Céline, je te passe la parole. Merci Loïc. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à notre webinaire consacré à la ventilation et la purification d'air dans ce contexte épidémique. Comme Loïc vous l'a dit juste précédemment, nous allons couvrir un certain nombre de sujets très intéressants et qui, de plus, est dans le contexte actuel d'autant plus pertinent. Alors que le nombre de cas augmente et suite à ce second début de confinement, le nombre de mesures sanitaires s'intensifie. Et on va avoir, on entend parler du port du masque, de la désinfection des surfaces, et on parle énormément de ventilation. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de passer en revue toutes les solutions de ventilation et de purification dans les bâtiments tertiaires pour justement garantir la sécurité sanitaire des personnes, et de vous faire découvrir la technologie ionisation bipolaire ou plasma froid, qui, associée à la ventilation, apporte des bénéfices avantageux par rapport à d'autres technologies. Donc, je vais passer sur le sommaire. Donc, on va d'abord réévoquer les modes de propagation des virus. Ensuite, nous reviendrons sur les recommandations en matière de ventilation, désinfection de l'air, justement pour lutter contre la propagation des épidémies. Nous parlerons du fonctionnement de la ionisation bipolaire ou du plasma froid. Alexis Oswald reviendra en détail sur cela. Et puis, comment la ionisation bipolaire ou plasma froid agit sur les agents pathogènes dont les virus font partie et quels sont les avantages de cela par rapport à d'autres technologies. Donc, je vais passer la parole à tout d'abord Vincent Arcis. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des modes de propagation des virus, notamment du SARS-CoV-2, donc qui est le virus responsable de la maladie Covid-19. On entend souvent parler, en tout cas dans les médias, je pense que vous êtes au fait, de pollution aux particules fines. Donc quand on parle de particules fines, on parle de PM, qui sont de l'anglais particulate matter. Il y a différentes catégories de PM. On va retrouver les PM10, qui sont les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres, dans lequel on peut retrouver par exemple les pollens. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est la catégorie des PM2,5. Dans cette catégorie, on va retrouver les poussières, les bactéries. Donc c'est donc pour des particules de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Et la plus petite catégorie, donc qui est celle des PM1, où dans cette catégorie, on va retrouver l'ensemble des virus et aussi des gaz comme les gaz d'échappement. Et pour ce qui est du SARS-CoV-2, donc les études indiquent que sa taille est comprise entre 80 et 140 nanomètres, donc environ 0,1 micromètre. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir en fait la répartition en fait du nombre de particules qui vont être émises lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse ou lorsqu'on est
lorsqu'on éternue. Et sur l'axe horizontal des abscisses, c'est la dimension de particules. Donc, ce qu'on peut voir en fait, c'est que la dimension à peu près. Vincent, je ne sais pas si c'est un problème technique, mais moi je ne vous entends pas très très bien. Je vous propose peut-être de couper la caméra si... Ouais. Là, c'est bon. Donc, ce que je disais, c'est que la dimension moyenne est de environ 10 micromètres. Et donc, il y aura à peu près la moitié des particules émises qui vont avoir un diamètre inférieur à 10 micromètres, l'autre moitié au-dessus. On peut voir donc que lorsqu'on parle, on va émettre plusieurs dizaines de particules dans l'air ambiant. Lorsqu'on tousse, c'est plusieurs milliers. Et lorsqu'on éternue, c'est vraiment là où on va émettre le plus de particules dans l'air ambiant. Donc là, c'est plusieurs centaines de milliers de particules qui vont être émises. Donc là, sur ce graphique, on peut voir une synthèse un petit peu des différents modes de propagation. On peut voir là une personne infectée, par exemple, qui va tousser, donc va émettre des particules dans l'air. Donc là, les particules les plus grosses qui sont indiquées comme droplets sur le graphique, donc droplets, c'est les gouttelettes. Celles-ci vont tomber assez vite sur le sol et les surfaces. Donc c'est ça qui va ensuite, lorsqu'on touche ces surfaces, nous infecter par contact finalement. Et certaines de ces gouttelettes les plus petites, donc là elles sont renseignées en haut comme droplets nucléis, en fait c'est des particules en suspension. Elles vont voyager beaucoup plus loin et peuvent infecter une personne lorsque cette personne respire. Donc voilà, donc en fait, il y a 3 modes d'infection principaux, qui est l'infection par contact, l'infection par gouttelette et l'infection par particules en suspension. Donc par contact, c'est des particules dont le diamètre est de 50 micromètres ou plus. Et donc là, en fait, les mesures à mettre en place vont être des mesures comportementales, d'éviter donc de se faire la bise, des mesures d'hygiène, de désinfection des mains, etc., qui vont pouvoir éviter ce mode de contamination. Pour ce qui est des gouttelettes, donc là entre 10 et 50 micromètres, c'est vraiment les mesures qui ont été mises en place au début de l'épidémie, qui sont de distanciation sociale, de se positionner à plusieurs mètres, qui vont pouvoir éviter ce mode de contamination-là. Mais le dernier mode de contamination, qui est celui des particules en suspension, là, c'est vraiment le masque qui va avoir un rôle important à jouer, qui va permettre de filtrer ces particules-là, et la ventilation, le traitement d'air, on va dire en général, qui est réellement important pour en fait soit filtrer, soit supprimer ces particules en suspension qui peuvent contenir des virus. Voilà, donc en fait, il y a eu plusieurs études qui ont été faites qui ont montré que des contaminations par particules en suspension étaient fortement probables, notamment un cas au printemps au Japon de surcontamination en fait due à la présence d'une climatisation en recyclage, où une personne infectée à une table en a infecté 8 autres alors que les personnes étaient éloignées. Donc voilà. Et également, donc le 8 avril, déjà, le Haut Conseil de la Santé publique indiquait qu'on ne pouvait pas exclure une transmission par aérosol. Donc aérosol, c'est les particules en suspension, notamment en milieu clos de soins et dans les environnements mal aérés, insuffisamment ventilés. Et que le risque était amoindri dans l'extérieur où en fait la dilution se fait
de manière naturelle. Et que donc, également, ils indiquaient que le SARS-CoV-2 pouvait rester viable et infectieux dans les aérosols jusqu'à 3 heures. Donc, par rapport à ça, il faut savoir qu'au début de l'épidémie, l'OMS n'indiquait pas le mode de contamination par particules en suspension, et que suite à une lettre ouverte de plus de 200 scientifiques, le 9 juillet, l'OMS est revenu sur ses propos et indique dorénavant que la transmission par aérosol peut arriver dans des centres de soins et qu'elle arrive aussi dans des espaces avec de nombreuses personnes, comme au restaurant. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Céline, maintenant que vous avez une meilleure aperçu des modes de contamination. Et donc, Céline va vous parler de comment on peut lutter contre la propagation des virus. Merci Vincent. Donc, le risque infectieux, le risque d'infection par le virus est proportionnel au produit de la concentration du virus dans l'air par le temps d'exposition face à la charge virale. Donc, effectivement, on peut traiter le temps d'exposition par les gestes barrières et le confinement. Pour la concentration du virus dans l'air, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options pour réduire cette concentration, soit en diluant le virus dans l'air intérieur, soit en épurant l'air intérieur par des processus de filtration, de désinfection et autres. Les recommandations en matière de ventilation, purification et traitement de l'air en cas d'épidémie tournent autour de trois grands axes. Le premier, c'est vraiment l'apport d'air neuf filtré et l'extraction de l'air vicié, donc par évidemment l'ouverture des fenêtres, par la mise en action de la ventilation mécanique un peu avant l'arrivée des occupants, un peu après le départ, et en considérant de conserver une vitesse minimale en période d'inoccupation. C'est toujours bien pour maintenir un taux de renouvellement et une qualité d'air intérieur correcte à l'arrivée des personnes. Et puis, éviter absolument le recyclage d'air, à être sur un mode de fonctionnement 100% air neuf et privilégier le débit constant dans ces périodes d'épidémie. Le sanitaire prime sur la performance énergétique et on peut après reparamétrer, par exemple, des sondes CO2 une fois que le contexte épidémique sera passé pour jouer sur la performance énergétique. Également, en cas d'utilisation de ventilation double flux, bien travailler sur le choix de la double flux pour conserver une bonne étanchéité entre le flux d'air neuf et le flux d'air repris. Et puis, assurer que la VMC des sanitaires soit bien en fonctionnement 24/24 et contrôler la maintenance des CTA et des filtres, ce qui est très, très important d'une manière générale, même en dehors des contextes épidémiques. Le deuxième volet, c'est plutôt autour de l'usage des systèmes collectifs chauffage-clim sur air recyclé, donc en éviter l'usage dans ces temps de pandémie, et peut-être choisir des conforts, d'ajouter du confort thermique via la ventilation pour contrebalancer avec des désagréments de température. Et surtout, lorsqu'on va faire entrer de l'air neuf qui sera frais, la ventilation double flux nous permettra de récupérer et de conserver un confort par rapport à cet air frais qui nous sera amené dans la pièce. Et le troisième volet, c'est la désinfection de l'air intérieur et des surfaces, donc la purification d'air, entre autres, en complément de la ventilation et non en substitution. Si on regarde en matière de ventilation, donc mes points 1 et 2 que j'ai évoqués juste avant, la recommandation porte sur l'usage d'une ventilation double flux qui permettra un apport d'air neuf filtré, donc qui permettra de filtrer les gouttelettes éventuelles qui porteraient le virus SARS-CoV-2, donc ayant une efficacité EPM1 supérieure à 50%. Une extraction de l'air vicié et également apporter du confort en préchauffage, pré-rafraîchissement
via la récupération de calories sur l'échangeur, mais également l'ajout de batteries complémentaires post-chauffage ou post-rafraîchissement, des systèmes adiabatiques sur le flux d'air repris ou des pompes à chaleur intégrées qui viendraient compléter finalement le confort déjà apporté par la ventilation. On dit de privilégier l'usage d'un échangeur contre-courant par rapport à l'étanchéité, mais si on a un échangeur rotatif en période de cette pandémie, en période d'épidémie, qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on doit posséder un secteur de purge sur son échangeur. Le secteur de purge va servir finalement de chasser l'air vicié du flux d'air repris pour éviter qu'il perturbe, enfin qu'il contamine le flux d'air neuf qui va être insufflé plus tard dans la pièce, soit complètement arrêter la roue. Encore une fois, le sanitaire prime sur tout ce qui est performance énergétique dans ces temps de pandémie. Le deuxième volet autour de la ventilation, eh bien, c'est que les ventilations double flux sont équipées de régulations embarquées et elles permettent, ces régulations intelligentes, d'apporter des fonctionnalités de gestion de la qualité d'air. Par exemple, il y a des fonctions boost, donc qui permettent d'augmenter l'apport d'air neuf sur un temps donné par rapport à une période en particulier. Il y a aussi, comme on l'a vu juste avant, la possibilité de déclencher la ventilation sur une programmation horaire, sur une programmation journalière, et également, d'une manière générale, pour la qualité d'air, on peut, grâce à ces régulations, piloter la ventilation sur des sondes QAI. Donc, il existe des tas de typologies de sondes. Il existe des sondes qui vont permettre de piloter la ventilation sur plusieurs paramètres, par exemple sur les CO2, sur les COV, sur l'humidité, ou alors tout simplement sur les particules fines pour des cas lorsqu'on est bord de périph', etc., dans des contextes sanitaires classiques. Je vais passer ensuite la main à Alexis Oswald pour nous parler de la désinfection de l'air via la technologie plasma froid ou ionisation bipolaire. Merci Céline. Donc, comme elle vient de vous le dire, je vais vous expliquer donc, le fonctionnement de la ionisation bipolaire ou plasma froid. Donc, mon exposé est divisé en 4 parties. Je commencerai par vous parler des ions. Puis on verra que ces ions sont à la base de la composition des plasmas. On continuera par la production des plasmas froids. Pour finir, on verra quels sont les modes d'action de ces ions. Donc, un ion est un atome ou une molécule portant une charge électrique parce que son nombre d'électrons est différent de son nombre de protons. Ici, je vous ai mis un exemple d'ion que l'on retrouve au quotidien. C'est le chlorure de sodium, ou plus communément appelé le sel de cuisine. On retrouve aussi ces ions dans l'atmosphère. On remarque sur cette figure que les grandes concentrations d'ions se trouvent dans des milieux peu pollués et que la production de ces ions est multiple. Rayons cosmiques, éclairs, radioactivité. Et donc, c'est quoi un plasma? Alors, un plasma, c'est un gaz ionisé. C'est donc un gaz où les atomes ont perdu un ou plusieurs électrons, devenant ainsi des ions. Cette ionisation peut être obtenue soit en soumettant un gaz à un fort chauffage ou à un fort champ électrique. Il existe 2 types de plasma. Le plasma chaud, le plasma chaud, qui est qu'on voit souvent comme les éclairs ou les aurores boréales, ou le plasma froid, qui lui, à la différence du plasma chaud, est faiblement ionisé et la température du gaz est froide. Ça peut aller de à la température ambiante à quelques centaines de degrés. Bon, ensuite, la production de ces ions. Il suffit en fait d'avoir une forte tension électrique entre la cathode et l'anode, et ainsi donc les électrons vont essayer de passer de l'anode à la cathode. Sur leur trajectoire, ils vont essayer d'entrer en collision avec les molécules présentes dans l'atmosphère, et cette rencontre peut ainsi entraîner la formation de plasma froid. Les ions formés sont généralement des ions dioxygène. Cette méthode permet ainsi de former des ions en continu, et on remarque aussi que la production de ces ions ne nécessite aucun consommable. Les ions produits sont peu stables et très réactifs.
le temps de vie dans l'air de ces ions peut aller de 100 à 1000 secondes. Cela dépend de la température, de l'humidité et de la concentration en air de particules fines. Ensuite, ces ions ils vont se fixer donc soit sur les molécules, soit sur les particules ou les micro-organismes. Cela va entraîner différentes réactions. Dans le cas des molécules, on va observer une oxydation des molécules organiques, permettant ainsi de supprimer les mauvaises odeurs. Dans le cas des particules, il va y avoir une agglomération des particules, réduisant la concentration et la dangerosité des particules fines. Dans le cas des micro-organismes, il va y avoir une neutralisation des micro-organismes. Donc, dans le cas des odeurs, je vais vous montrer deux exemples. L'ammoniac, qui a une odeur âcre et irritante, et ce gaz, à forte concentration, peut être dangereux pour l'homme. Cette molécule de gaz, sous l'effet des ions, va être oxydée en molécules de diazote ou en vapeur d'eau. Le deuxième exemple, ici, est le formaldéhyde. C'est un cancérogène que l'on retrouve fréquemment dans les environnements intérieurs, souvent liés aux sources de combustion. Et donc ici, les ions oxygène vont oxyder le formaldéhyde et ainsi former du CO2 et de la vapeur d'eau. À droite, vous pouvez voir une liste des différentes molécules qui peuvent être traitées par la technologie du plasma froid. Dans le cas des particules fines, le mode d'action est différent. Tout d'abord, il est important que je vous parle du tableau de Franck. Comme on le voit sur ce tableau, plus une particule est petite et plus elle va rester longtemps dans les airs. De plus, on voit que plus une particule est grosse, moins elle pourra se diffuser dans le corps. Le mécanisme d'action du plasma froid ici est que les ions vont s'accrocher aux particules fines et ces particules fines chargées vont s'agglomérer entre elles, formant ainsi une plus grosse particule, et ces grosses particules vont ainsi tomber par gravitation. Donc, avant de vous parler du mécanisme de neutralisation qui a lieu à la surface des micro-organismes, il est important de souligner qu'aucune étude n'a démontré la moindre toxicité de ces ions sur l'organisme. De plus, ces ions oxygènes sont produits constamment par notre organisme pour ses propriétés antibiotiques. La production est de l'ordre de 10 kg de cet ion O2 par an pour un homme de 70 kg. Et comme nous le voyons sur ce schéma, dans le cas des virus, les ions vont se mettre tout autour de ce virus et plusieurs réactions chimiques vont entraîner la décomposition des protéines à la surface des virus et cela va ainsi neutraliser ces virus, les empêchant ainsi de se coller sur d'autres molécules et sur d'autres protéines. Dans le cas des bactéries, le principe est similaire, sauf que l'attaque de ces ions va endommager la membrane cellulaire, neutralisant ainsi la bactérie. Et ici, un petit tableau qui vous montre en fait que le plasma froid a été testé sur de nombreux agents pathogènes, alors des bactéries, des champignons, des allergènes et des virus. Je vais donc laisser maintenant la parole à Wifei. Merci Alexis, bonjour à tous. Donc moi, de mon côté, je vais vous parler des solutions proposées par Francaire. Je suis allée trop vite. Des solutions sur lesquelles Francaire a œuvré. Comme il a dit Loïc tout à l'heure, la qualité d'air a toujours été au cœur des priorités chez Francaire et surtout en ce moment avec l'épidémie. Donc, depuis quelques mois, on a un petit peu travaillé sur des solutions d'épuration. On a essayé de travailler sur une solution qui est efficace. L'ionisation bipolaire. Donc, en fait, on a mis en place deux modules de produits qu'on a nommés les plasmas froids. Donc, c'est une solution qui a pour objectif à la fois de désinfecter l'air ambiant, mais aussi des surfaces. Et donc, on a des PV, on a fait des essais, on a des PV qui ont démontré qu'au bout de 10 minutes de fonctionnement de ces modules, on a atteint une efficacité de 99%, une efficacité de réduction en fait, de cellules souches qui sont similaires à celles du SARS-CoV-2 sur l'air ambiant.
Quant aux surfaces, on peut atteindre donc au bout de 10 minutes de fonctionnement une réduction de 80% de cellules toujours comparable à celle du virus SARS-CoV-2. On continue. Donc, pour le premier module qui est plutôt destiné à toute installation neuve, donc qui est préconisé pour une installation après la centrale de traitement d'air, donc côté air soufflé, il peut s'adapter facilement à la fois à une centrale simple flux, une centrale double flux, à roue ou à plaque, donc il s'intègre facilement, comme on peut aussi l'imaginer installé dans des systèmes de conduit pour des applications tertiaires. On peut également l'associer à nos caissons. Donc, comme vous le voyez, en fait, la section de ce module-là, elle est carrée. Donc, pour un conduit circulaire, on peut aussi l'associer facilement à un autre caisson C qui est rectangulaire pour venir facilement l'intégrer sur des modules de conduit circulaire. Donc, c'est un produit qui est destiné à la fois à tous les types d'espaces d'hébergement, privés ou publics. Donc, ça peut être les EHPAD, comme ça peut être les écoles, etc. Il est équipé de tubes d'ionisation. Donc, en fonction des débits, on peut trouver donc à l'arrière soit un, soit deux tubes d'ionisation et on peut aller jusqu'à 8500 mètres cubeurs de débit. Donc, il est proportionnel, il s'adapte facilement au débit, c'est proportionnel au débit. Le deuxième module qui est plutôt destiné à des installations existantes, donc on va plutôt le mettre côté air recyclé, pardon, excusez-moi. Donc, il s'installe, il va s'intégrer, c'est un petit module, hein, vraiment très petit, qui ne fait pas la taille, ou presque la taille de la paume d'une main, qui va s'intégrer plutôt au niveau des splits, des cassettes et des diffuseurs. Donc, lui, il est équipé de 2 brosses d'ionisation et il peut aller jusqu'à des débits de 3500-4000 mètres cubes. C'est la même destination que le premier module, donc on peut à la fois l'utiliser dans les espaces d'hébergement publics ou privés, comme les EHPAD, mais également dans tout ce qui est école, salle de classe, etc. Nous continuons donc, même si Alexis l'a un peu présenté aussi, les avantages de cette nouvelle technologie qui reste quand même inédite en France et qui nous vient des États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été donc éprouvée dans des blocs opératoires aux États-Unis et ça fait 10 ans qu'elle existe dans ce pays. Deuxième avantage ou point fort de cette technologie, c'est qu'elle est peu consommatrice. Vous allez voir dans la slide d'après, il y a un résumé, un comparatif de toutes les technologies d'épuration d'air et la technologie ionisation bipolaire, elle est reconnue parce qu'elle nécessite une faible maintenance et elle est peu consommatrice d'énergie. Donc, comme je l'ai déjà signalé, donc c'est à la fois, elle va traiter l'air ambiant, mais aussi les surfaces. Et un point très, très important, c'est qu'elle n'est pas néfaste donc, pour l'homme, pour n'importe quelle présence animale ou humaine. Elle peut être utilisée en continu, vu qu'elle a, par rapport à sa production d'ozone, elle est faible et elle ne dépasse pas les limites qui sont fixées par le code de travail. Un résumé, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des technologies. Donc, à la fin en dernière colonne de ce tableau, vous allez trouver la technologie d'ionisation bipolaire ou plasma froid. Donc, comme je vous ai dit, donc, il a une action qui est dite active comparée aux autres actions d'épuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les technologies, puisque de toute façon, vous allez avoir accès à cette slide-là, mais pour résumer, donc en fait, cette technologie, elle va agir à la fois sur les particules, sur les polluants gazeux, sur les micro-organismes, et comme j'ai dit, donc elle a une maintenance très, très faible et elle est peu consommatrice d'énergie. Je laisse maintenant la parole à Céline pour la suite. Merci Wifek. Du coup, fort de toutes ces recommandations, de toutes ces informations, on peut construire des solutions un petit peu clés en main pour différents types de bâtiments, pour répondre à ces problématiques de qualité d'air intérieur, que ce soit en période de pandémie, donc plutôt focalisée sur la partie virus, ou alors d'une manière générale en situation classique de qualité d'air face au CO2, au COV, aux particules fines, etc. Donc là, ce slide-là a été réalisé pour proposer un exemple autour des salles de classe qu'on peut proposer en matière de solutions ventilation-purification
autour des salles de classe, qui sont d'ailleurs concernées par le décret de surveillance QAI. Donc, il y a des checklists à suivre pour s'assurer que, par exemple, les bouches d'aération sont bien fonctionnelles, etc. Donc, ça vient parfois à amener un plan d'action qualité d'air, et on peut vouloir chercher des solutions pour améliorer les installations en place. Donc ici, ce que je vous ai mis comme package de solutions, c'est le choix d'une centrale double flux régulée, filtrée, avec la possibilité d'ajouter des batteries, par exemple, de postes chauffage pour, comme on l'a vu tout à l'heure, apporter du confort supplémentaire. Donc, grâce à cette centrale, on a un apport d'air neuf correct et la possibilité d'extraire l'air vicié. Associé à cette centrale, on va y mettre un épurateur en gaine qualifié Air, comme ce que vient de vous présenter WIFEC. Donc, sur la partie réseau, à la sortie de la centrale d'air, on va pouvoir mettre cet épurateur-là, qui lui va utiliser l'air finalement venant de la centrale comme moyen de transport pour ces ions positifs et négatifs jusqu'au local où on veut traiter les agents pathogènes, donc qui vont se déplacer directement dans la salle de classe et venir se fixer sur les virus, sur les COV, sur les mauvaises odeurs, etc. Dans le conduit, il vaut mieux toujours utiliser des accessoires à joints pour justement garantir une bonne étanchéité du réseau. Ensuite, je vous ai proposé des registres pour faire la modulation des débits hors période pandémie, pour justement adapter l'apport d'air neuf par rapport au nombre de personnes occupant les lieux. Et puis, un diffuseur dont les ailettes sont orientables pour pouvoir éviter que le flux d'air aille directement sur les personnes, surtout dans ces périodes de pandémie, pour éviter le contact direct entre le flux d'air et la personne. Donc, ce type d'association produit va pleinement répondre à ce que l'on recherche en matière de limitation de propagation du virus, avec cet apport d'air neuf, cette extraction d'air vicié, et puis cette purification de l'air, mais également grâce à la technologie plasma froid des surfaces, qui permettra d'avoir un bon cocktail de produits pour garantir la santé la pérennité de la santé de nos chérubins. Un deuxième exemple, donc pour une deuxième solution clé en main pour les cabinets médicaux. Souvent, dans les cabinets médicaux, on va avoir un chauffage basé sur de l'air recyclé, donc soit des splits, soit des ventiloconvecteurs. Donc là, dans ce cas de figure-là, je vous ai noté la cassette. Et puis, le Qualicia Air épurateur qui vient se clipser à la sortie de ce système d'air recyclé, qui va permettre aussi au travers du flux d'air recyclé, pouvoir véhiculer les ions négatifs et positifs qui vont venir interagir avec les agents pathogènes. Donc ça, c'est sur la partie chauffage. Et puis, je vous ai mis aussi le système de ventilation qui va permettre l'apport d'air neuf et l'extraction des viciés, avec une centrale double flux plafonnière qui est souvent utilisée sur cette typologie de bâtiment, et puis des régulateurs débit constant avec une bouche de diffusion toujours orientable pour orienter le flux d'air fonction de la configuration et de la position des personnes dans la pièce. Donc, grâce à ces systèmes, grâce à ces solutions un petit peu préconstruites, on va pouvoir répondre à des solutions, répondre à des problématiques de recherche de qualité d'air et de bien-être confort pour les personnes. On peut construire autant de solutions qu'il y a de typologies de bâtiments pour vraiment adapter les différents produits par rapport soit à une installation existante, comme je vous l'ai montré pour les cabinets médicaux, soit pour du neuf, évidemment, comme l'exemple que j'ai pris pour les salles de classe. Donc, d'un point de vue, pour conclure un petit peu ce sujet, la ventilation, le traitement d'air, la purification d'air sont vraiment au cœur de la conception du bâtiment sain et sécuritaire pour son occupant.
Il existe pléthore de solutions de ventilation, purification adaptées finalement à chaque typologie de bâtiment pour limiter les risques de contamination entre les personnes sur les lieux clos. Et aujourd'hui, on a voulu spécialement mettre l'accent sur l'association entre la centrale double flux et les modules plasma froid, qui offre un moyen simple, puisque c'est facile à mettre en œuvre, efficace, puisqu'on a des retours sur les différents agents pathogènes, peu coûteux parce qu'elles permettent de s'intégrer directement dans un réseau, existant sans faire des ajustements particuliers, pour désinfecter l'air en utilisant justement l'air venant de la centrale ou d'ailleurs d'autres systèmes de chauffage, d'autres systèmes, comme moyen de transport des ions pour neutraliser ces agents pathogènes, dont les virus. Et il permet à la fois de traiter la qualité de l'air et aussi de travailler la désinfection des surfaces. Parfois, ces surfaces sont pas forcément très accessibles ou ne sont pas partie des protocoles de désinfection qui sont réalisés régulièrement dans la journée. Donc, j'ai fait le tour sur les éléments importants de la conclusion et je voulais aussi revenir sur un guide qui est à disposition sur notre espace pro, dans lequel Francaire a intégré des solutions complètes par typologie de bâtiment qui justement répondent à des problématiques ou des attentes en matière de qualité d'air et de performance énergétique pour les collèges, bureaux, crèches, écoles, cabinets médicaux, hôtels et cuisines professionnelles, avec à chaque fois la présentation du cahier des charges, la présentation de la solution, des schématèques de principe qui peuvent être très utiles pour, dans les phases cahier des charges, pour imaginer un petit peu les différents éléments et les interconnexions entre les éléments, des schématèques aussi électriques, des références et puis des aspects réglementaires et techniques qui peuvent être intéressants à découvrir. Donc, merci pour votre attention et puis je pense qu'on peut passer à la phase de questions et d'échanges. Je te laisse la parole, Loïc. Oui, merci Céline. Alors, oui, il y a eu pas mal de questions. Alors, il y en a certaines, on a déjà pu répondre, hein, notamment sur les tests officiels de l'action du plasma froid sur le Covid. Hein. Vincent, tu me corriges si je me trompe, mais on est en discussion avec des laboratoires en France et en Espagne pour réaliser des tests supplémentaires. C'est bien ça? Oui, en fait, il y a des tests qui ont été réalisés, comme j'indiquais dans le chat, en Espagne au mois de mai, donc par le ministère de la Défense espagnol, sur lequel donc on a basé l'attestation que Francaire fournit. Donc c'était le produit module 3 qui a été testé dans un split, en recirculation. Voilà. Et donc après, là, on est en discussion avec des laboratoires français pour faire des tests supplémentaires. Je voyais qu'il y avait la question aussi sur les tests en labo P3 ou P4, hein, c'est suivant le danger le degré d'infection des micro-organismes. Ça, c'est en discussion, on va voir. Mais oui, je pense qu'on pourra faire en P4 a priori, mais c'est en cours. Ok. Il y a une question concernant les CPA avec un débit de 50 000 m3 sur plusieurs modules. Est-ce qu'on a des CPA de ce type? Alors, on peut parfaitement, effectivement, en stock, on a prévu 3 modèles actuellement, mais on peut parfaitement associer les modules. Par exemple, on peut mettre 2 modules de 8 000 m3 pour atteindre 16 000 m3, et on peut parfaitement aussi offrir d'autres modules qui sont pas forcément en stock, mais qui peuvent monter très très haut en débit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos contacts en région pour faire des demandes et on traitera les projets, on vous accompagnera là-dessus.
Ok, merci Céline. Une petite question, je pense, pour Alexis, et je crois que tu en avais répondu. Le taux d'humidité de l'air a-t-il un rôle dans la propagation et la virulence du Covid-19, comme le laissent entendre des études américaines? Il me semble que, Alexis, tu as évoqué le sujet en disant que oui, l'humidité peut avoir un rôle qui propage un peu plus le virus. Oui, après, voilà, sur le STRAS-CoV-2, je peux rien affirmer sur toutes les études, elles sont en cours, donc je peux rien vous affirmer, mais en tout cas, oui, il est clair que plus votre air contient de l'humidité, des particules fines, et plus ça va être facile pour le virus de rester présent dans l'air et donc de se propager. D'accord, merci Alexis. Une autre question pour toi. Ce qu'on appelle, nous, plasma froid et la ionisation, est-ce que c'est similaire à la dénomination électrofiltre ou ça n'a rien à voir? En fait, non, c'est deux choses différentes. En fait, électrofiltre, c'est ce qu'on appelle précipitation électrostatique. Donc, en fait, on va venir d'abord ioniser les particules ensuite sont du coup collectées sur un collecteur qui sera chargé mais c'est pas le même principe en fait. On ne produit pas d'ions quand on fait de la précipitation électrostatique. C'est juste en fait on utilise le phénomène électrostatique qu'on peut ressentir des fois quand on frotte quelque chose pour collecter des particules. D'accord, merci Vincent. Une question, je pense plutôt pour Céline, sur la performance électrique des CTA. Donc, quelle est la consommation électrique supplémentaire par mètre cubeur d'air traité pour un module de filtration? En fait, est-ce que ça rajoute de la perte de charge? Je pense que c'est ça la question. Oui, alors la perte de charge, la taille du module, je ne sais pas si lorsque vous avez vu la slide présentée par Wifec, la taille du module est vraiment très petite, très compacte par rapport au débit en jeu. Par exemple, le modèle 3 qui viendrait se mettre dans un split, il fait, si je ne m'abuse, 8 cm, donc il est minuscule, c'est un quart d'une tranche de mie de pain. Je dis ça parce que je commence à avoir faim. Et du coup, la perte de charge au travers du flux d'air est très très faible. Donc, en matière de consommation, la consommation est extrêmement limitée. Dans le cadre de la FAQ qu'on vous renverra par la suite, je mettrai des précisions quant à la consommation, mais elle est extrêmement limitée. C'est vraiment l'intérêt de la solution aussi. Dans tous les cas, on vous fera un résumé avec l'ensemble des réponses à vos questions et plus des informations complémentaires comme des documentations. Je sais que Madame Evelyne Villotto a besoin d'informations sur la désinfection des cabinets dentaires. On pourra vous envoyer toutes ces informations. Une autre question, mais je pense qu'on n'est pas capable d'y répondre dans l'immédiat, c'est sur les coûts d'installation et de pose et de fourniture du matériel pour équiper un split ou une cassette avec le Calicia Air. Je ne sais pas si on est capable de répondre sur la pause, puisque nous, on n'est que concepteurs fournisseurs. Alors, si, je pense que, est-ce que Vincent, tu veux répondre? Vincent ou moi, comme vous voulez. En fait, c'est relativement simple à poser. En fait, par exemple, ce petit module qui se place sur le côté soufflage du split, finalement, il nécessite 2 raccordements électriques et une fixation mécanique, soit dans le split après le filtre, soit sur la partie grille de soufflage. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Vincent. Non, bah c'est ça, ouais. Après, donc c'est assez limité. Pour celui en gaine, on peut aussi l'installer on propose en accessoire un caisson rectangulaire qui du coup permet de l'installer plus facilement en gaine. Il faut une surface plane, en gaine circulaire c'est plus compliqué, donc on propose un caisson juste en accessoire pour l'installer. Donc, ce sont les caissons C, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, et donc, pour répondre à... Pardon, vas-y Céline. Non, j'allais dire pareil, dans la FAQ, on pourra peut-être proposer un petit calcul rapide, mais les temps d'installation sont extrêmement faibles. Ça consiste question, mais je pense que Une autre question, Vincent, mais je pense que tu as répondu, c'est savoir si on peut placer le module de façon décentralisée, plutôt dans la gaine. Et oui, tu viens d'y répondre, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut installer dans une gaine. Oui, c'est ça, ouais, c'est possible.
Ok. Y a-t-il une différence d'efficacité entre l'efficacité et la dangerosité entre le traitement par ionisation et les lampes UV? Pour moi, c'est deux choses différentes, mais je laisserai répondre les Oui, experts. bah, c'est deux choses différentes. Après, il faut savoir que bah, l'UV a montré son efficacité, c'est clair, et est utilisé depuis de nombreuses années en désinfection des surfaces. Mais par contre, l'efficacité est liée à du coup une puissance en fait. Il faut une certaine puissance du coup d'éclairage en fait quoi, pour bien détruire le virus. Et donc, quand on l'utilise en tant qu'épurateur en gaine, il faut être très vigilant au temps de contact qu'il va y avoir entre l'air et les lampes. Et donc, en général, on parle souvent de plusieurs secondes, donc 2 secondes par exemple. En cas de débit important, le temps où l'air reste en contact avec ces lampes peut ne pas être suffisant. Donc c'est là où la technologie UV peut avoir ses limites en utilisation en épurateur. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart du temps en épurateur, c'est la photocatalyse qui est utilisée, où là c'est une association UV plus un média qui va accélérer la réaction pour pouvoir avoir des infections plus rapides. Très bien, merci Vincent. Une question sur les normes en qualité d'air intérieur. Monsieur Rémi Vernier nous explique qu'a priori, selon lui, il n'y a pas de normes spécifiques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut compléter, apporter un peu plus de réponses, Céline, sur ce sujet? Des labels, je crois qu'on avait fait un séminaire Oui, d'ailleurs oui, sur les oui, labels, bien sûr. les Donc, certifications de qualité oui, d'air. oui, il existe. Peut-être que la partie réglementaire, effectivement, n'est pas encore très très axée sur la partie qualité d'air, mais effectivement, il existe une norme justement qui précise par rapport au niveau de qualité d'air attendu, par exemple, et par rapport à l'ambiance, le niveau de qualité d'air extérieur, quel type de filtration on peut mettre, ou alors quel niveau de débit d'air on peut, jusqu'à quel niveau de débit d'air on peut aller pour un niveau de qualité d'air intérieur. Et également, il existe des labels, les labels confort d'usage. On en a parlé effectivement lors de notre précédent webinaire, le WELL, l'osmose, où il y a toute une partie autour de ces notions de qualité d'air, sur la filtration, sur les typologies d'apport d'air neuf, etc. Donc oui, il existe un socle normatif qui parle de la qualité d'air. Et dans les labels aussi environnementaux, il y a une partie volet QAI. Vous pourrez retrouver cela dans notre futur catalogue. On a travaillé aussi ces sujets. Merci beaucoup, Céline. On nous dit souvent qu'il y a peu de place au soufflage dans un split mural, par exemple. Est-ce qu'une installation en reprise est possible? Et si oui, est-ce qu'il y a un risque particulier? Alors au soufflage, on n'est pas obligé de le mettre dans le split, il peut être mis à l'extérieur. L'essentiel, c'est qu'il soit bien dans la veine d'air. Pour la partie reprise, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faut le mettre après les filtres, parce que sinon le filtre à la reprise risque de faire barrière, ou en tout cas nuire à la quantité d'ions produits. Donc c'est pas la place de choix de le mettre à la reprise. Il n'y a pas de risque, simplement ce sera moins efficace qu'au soufflage. D'accord. Concernant les modules, hein, donc Calicia Air, l'épurateur d'air, c'est compatible bien évidemment avec nos centrales françaises, mais est-ce que potentiellement c'est compatible avec des centrales de la concurrence? Je sais on a des amis qui sont là, donc le sujet intéresse. Donc voilà, la question est de savoir si on peut utiliser le Calicia Air sur d'autres CTR. Non, absolument pas. C'est uniquement sur les centrales double flux français. Nous, en théorie, oui, effectivement, ce module, il peut aller dans n'importe quel système système aérolique, etc. L'idée, c'est que on a travaillé une intégration avec justement des accessoires
pour faciliter l'intégration et la mise en œuvre. Et puis on a beaucoup étudié le sujet pour proposer ce package de solutions centrales double flux Françair qui présente des caractéristiques intéressantes d'un point de vue, par exemple, étanchéité de la caisse, etc. Et l'association de ce module. Donc l'idée, c'est d'intégrer cette technologie associée à nos centrales. La question n'était pas facile. Hein. Il y a une question concernant Ouais. Il y a une question concernant la documentation Françair, donc je vais partager avec vous le lien vers tous nos catalogues en ligne. Alors, vous pouvez également les demander en physique, hein, n'hésitez pas à contacter Françair ou votre commercial pour qu'il vous envoie un exemplaire, sachant que la nouvelle version du catalogue sortira en mars 2021, mais vous pouvez d'ores et déjà consulter en ligne l'ensemble de nos catalogues avec des guides dédiés spécifiques, notamment sur l'hygiène, sur les bâtiments tertiaires et sur l'habitat. Je vous envoie ça tout de suite. Hop. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai une question peut-être pour Alexis. Je vois, est-ce que ce gaz ionisé a un impact car il va rechercher à rééquilibrer sa charge grâce aux particules environnantes, Alexis? C'est à toi. T'as entendu la question? Oui, pardon. Oui, mais j'ai pas tout compris. Est-ce que Ah, non. Oui, c'est par rapport. C'est pas une question de rééquilibrage, c'est juste que ces ions, ils vont se coller sur tout ce qui l'entoure, quoi, que ce soit du coup les molécules, les molécules organiques dans l'air, soit les particules fines. Mais il n'y a pas une question de rééquilibrage de sa charge. C'est juste qu'elle est chargée négativement et donc elle va être plus. Enfin, c'est juste que ces ions que l'on forme, O2- vont être très réactifs et vont du coup aller se coller, réagir sur les molécules, particules ou les micro-organismes. C'est plus en ça qu'on peut dire qu'ils vont se rééquilibrer. Mais voilà. Ok, je remarque que dans l'espace questions, il y avait aussi, donc il y a beaucoup de questions, c'est que c'est un sujet qui vous passionne, et notamment Céline, une question sur le Silent School. Comment on s'affranchit de la règle de distance minimale de 8 mètres entre l'air repris et l'air neuf, et surtout, est-ce qu'il est possible de réaliser les sorties en toiture? Attention, tu as le micro coupé, Céline. Ah ben, je viens de finir de répondre à la question. Merci. En fait, Voilà, pour répondre aux 8 mètres de distanciation entre l'air neuf et l'air repris, là, comme on est dans une salle, dans une pièce unique, puisque c'est du pièce à pièce, et qu'on n'a pas l'air pollué qui vient des toilettes ou des choses comme ça. L'air pollué, finalement, c'est l'air qui était présent dans la pièce juste avant. Donc, c'est un air d'une pièce qui n'est pas une pièce d'eau. Donc, on peut considérer ça comme une sorte de recyclage acceptable dans le cadre d'une solution pièce à pièce. Donc, et de plus, Françair avait proposé un document. Donc, je ne sais pas si il est à disposition sur l'espace pro, mais on peut le faire suivre à ceux qui en ont besoin. Il y avait eu des analyses qui avaient été réalisées par le R&D Françair pour montrer qu'il n'y avait pas de recyclage entre l'air neuf et l'air repris sur la configuration de la Silent School. Je ne sais pas si tu veux en rajouter un mot, Vincent. Non, mais c'est ce que tu as dit. Donc, en interne, c'est plutôt Lionel, de la R&D, qui avait suivi le sujet, mais c'est ça, c'est des études dans le cadre d'une action collective aussi avec les autres fabricants qui a été réalisé sur ce sujet-là des 8 mètres. Voilà, Loïc. Merci beaucoup. On a une question de Rémi Vernier et je crois qu'on n'a pas répondu, c'est pour ça qu'il la repose. Concernant les préconisations sur l'extraction de VMC, notamment des sanitaires, un caisson de VMC pour l'extraction dissocié de la ventilation de confort, où on accorde la VMC sur la CTA des F, donc ça doit être des tentes… Double flux. Double flux, pardon.
Est-ce qu'on a des précaux là-dessus? Là, après, voilà. Donc, si on a besoin de temps pour répondre, on répondra par écrit non, dans le dans tous résumé les cas, du webinaire. c'est l'idée de le recyclage. Après, quand on parle de recyclage, c'est avant tout d'avoir, voilà, si on a une cassette qui recycle directement l'air, c'est du 100% recyclage. Donc, c'est là où ça peut être être dangereux. Mais dans tous les cas, il faut maximiser la dilution avec de l'air neuf. Si on a de l'air neuf et qu'il y a un petit peu de fuite via un secteur de purge ou etc., le risque il est limité dans tous les cas. Il y a d'avoir un grand bienfait de par l'apport d'air neuf. Voilà. Après, il faut aussi faire des choses logiques, quoi. On peut pas non plus avoir de tous les cas. On n'est pas là pour avoir un risque zéro. On est là pour diminuer au maximum le risque en diluant, en traitant. Après, on pourra pas dire non, il n'y a pas de fuite, etc. Donc c'est vrai que là, cas particulier, je pense que oui, on peut le raccorder si après il n'y a pas de grande suite entre le flux d'air extrait et le flux d'air neuf, il n'y a pas de problème. Très bien. Une dernière question peut-être. Quelle est la concentration d'ozone libérée par les systèmes d'ionisation de l'air? Et y a-t-il pour conséquence d'éventuels risques de santé liés à une possible diffusion d'ozone par les systèmes d'ionisation? Donc là, on communique également des attestations sur l'ozone, comme quoi on respecte donc le critère limite de valeur moyenne d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. Donc pour l'ozone, la valeur limite est de 0,1 particules par million, donc 0,1 ppm. Et donc les produits qu'on commercialise répondent aux normes UL américaines, et notamment la norme UL 867, où là la limite en fait pour respecter cette norme UL est de 0,05 particules par million pour l'ozone. Donc on est 2 fois inférieur à la limite d'exposition professionnelle en France, de par la certification UL sur ces produits. Donc il n'y a pas de problème par rapport à l'ozone. D'autant plus que les mesures ont été réalisées au niveau du ionisateur et ce ionisateur est dans le réseau. Donc, une fois qu'il sera dans la pièce, ce niveau sera d'autant plus dilué. Très bien. Encore une question. Quelle longueur droite minimum en sortie de CTA, s'il vous plaît? Oula, c'est très très précis comme question. Je ne sais pas si on est en mesure de répondre. Il n'y a pas forcément de longueur droite à respecter, hein, en fait, puisqu'on peut carrément mettre le ionisateur dans la centrale. Donc, Non, le principe actif, donc c'est des ions, comme l'a dit Alexis. Donc c'est un gaz. Donc le gaz après, il va suivre la gaine, peu importe si elle tourne. Très bien. Autre question, alors ça c'est plus généraliste hein, sur la durée de vie de nos produits et le cycle de maintenance. Donc la durée de vie, ça dépend des typologies de produits et puis des conditions, je pense. Hein. Typiquement, Céline, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une CTA qui est placée en bord de mer, forcément, elle risque d'être plus impactée qu'une CTA qui est dans une zone plus sèche et moins humide. oui, après. Le cycle de vie de maintenance, je crois qu'on assure environ 10 ans de pièces détachées. Oui, tout à fait. Mais effectivement, ça va dépendre, comme tu le dis, de la configuration, et si la maintenance préventive, enfin la maintenance de l'équipement est effectuée. Effectivement, si il n'y a aucune maintenance qui est réalisée et que la centrale elle reste comme ça sur le toit d'un bâtiment, on va pas entretenir et on va pas assurer la pérennité de la centrale dans le temps. Mais effectivement, les composants sont choisis pour durer et il faut respecter le calendrier qui sont préconisés dans tous nos manuels d'installation des machines.
Et pour le plasma froid en particulier, tout ce qui est ionisateur à tube, comme on le voit à l'écran, la durée de vie, c'est vraiment du tube 17 600 heures. Donc, c'est à peu près 2 ans de fonctionnement 24/24. Et puis, sur le modèle 3, c'est 5 ans de durée de vie. Donc, on est sur des calendriers de maintenance assez faibles. Merci Céline. Une dernière question peut-être. Comment se régule le Calicia Air vis-à-vis d'un débit variable de la CTA? Et surtout, est-ce qu'on peut le raccorder à une GTB? Donc là, en fait, nous, c'est vrai qu'on fournit juste le produit avec les câbles pour son alimentation. Donc là, après, c'est l'installateur d'installer un relais, par exemple, un relais qui va venir relayer le fonctionnement si le ventilateur est allumé, allumer l'épurateur via un relais. Mais ça, on fournit pas. On fournit pas tout dans le sens où, justement, comme le disait Céline, si on veut s'adapter à plusieurs cas, il y a une multitude de possibilités. Mais oui, après, c'est possible, mais ça sera à l'installateur de faire son installation électrique. Et puis, effectivement, comme le disait Parfait. Alexis tout à l'heure, dans le cadre de la génération de ces ions, la production d'ions, elle est proportionnelle au débit. Donc, on peut très bien, par exemple, acheter le modèle, prévoir le modèle 8000 m3, et que si la centrale est en modulation de débit et que son débit oscille entre 8000 m3 et 4000 m3, la production d'ions va être proportionnelle au débit. Donc, ça posera aucun problème d'installer le Calicia dans cette configuration. Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fonctionnement du Calicia et un système modulant. Très bien. Merci Céline, merci à tous. Oui, on me fait remarquer que je viens d'envoyer un lien vers l'Espace Pro. On est en train de livrer un petit correctif sur la plateforme. Donc, elle est non accessible là pendant une durée de 3 à 4 minutes. Mais vous inquiétez pas, vous pourrez y retourner très rapidement. Allez, dernière question, puis après on arrête. Il est déjà midi, tout le monde a faim. Y a-t-il des solutions de purification pour les locaux sans VMC, locaux ventilés par ventilation naturelle, exemple pour des salles de classe sans VMC? Bon, c'est pas très recommandé de pas avoir de VMC. Mais... Oui, effectivement, la purification d'air est complètement complémentaire à la ventilation. Donc là, dans les écoles, je suis une maman, je veux de la VMC. Donc c'est quand même très très important d'avoir une ventilation. Et si vous n'avez pas la possibilité, parce que vous n'avez pas de locaux techniques, parce que vous n'avez pas la possibilité de mettre des gaines dans le bâtiment, vous pouvez justement utiliser les solutions de ventilation pièce à pièce qui sont justement faites pour ça. Il suffit de mettre 2 carottages dans le mur, installer la Silent School, mettre au niveau de la diffusion un petit Calicia Air, et là vous obtenez une solution très facile à mettre en œuvre pour une salle de classe sans ventilation avec un système de purification. J'ai fini. Frontière est disponible pour vous accompagner, que ce soit dans le dimensionnement, dans les études ou dans la mise en œuvre de solutions pour une meilleure qualité d'air intérieur. Je rappelle donc que Céline a mis en place un guide des bâtiments tertiaires pour vous accompagner dans la conception, donc que ce soit au niveau de l'étude, mais également au niveau de l'installation. Merci à tous. Merci Alexis pour votre intervention et vos éclaircissements sur la ionisation. C'était très intéressant. Je vois qu'il y a encore 95 personnes connectées, donc le sujet vous passionne. Je vous propose de clore cette présentation. Bien sûr, nous vous enverrons le lien du replay ainsi qu'un résumé où vous retrouverez des questions-réponses par rapport à toutes les questions que vous nous avez posées. Et on complétera avec des documents type fiche technique et notice d'installation. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bravo encore Céline, Vincent, Alexis et Wifek pour ce webinaire. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle session sur un autre sujet. Très bien. Merci et n'hésitez pas à nous solliciter pour les questions. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.